Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre le débat au Sénat sur le plan d'urgence face au coronavirus. Un texte qui prévoit 110 milliards d'euros pour soutenir le système de santé, également sauver les entreprises françaises. C'est un débat définitif puisque les sénateurs et les députés se sont mis d'accord hier sur une version finale de ce budget rectificatif. Je vous laisse écouter le débat. Notre ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative. Et dans la discussion générale, je vais donner la parole à monsieur le rapporteur général pour le Sénat de la commission mixte paritaire, monsieur Albéric de Montgolfier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues que je salue à nouveau, nous nous sommes vus il n'y a pas tellement de temps puisque nous sommes venus au-delà de 3 heures du matin cette nuit, donc c'était aujourd'hui. Donc je vous salue à nouveau pour les lectures de des conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est réunie ce matin, en fin de matinée, à l'Assemblée nationale et qui a été, comme vous le savez, conclusive. Donc on peut s'en réjouir. C'est la deuxième fois, Monsieur le Ministre, puisque nous avons eu un PLFR en fin d'année conclusif. Donc j'espère que ça augure de bonnes nouvelles pour les prochains textes que nous aurons à examiner ensemble. Vous le savez, donc le Sénat vient de finir l'examen de ce PLFR et dans la foulée, la CMP s'est réunie et a repris, je dois le dire, beaucoup d'amendements essentiels du Sénat. C'est une bonne nouvelle. Nous souhaitons en effet que ce PLFR, nous l'avions dit sur les bancs des uns et des autres, se conclue par un accord. D'emblée, les groupes politiques qui s'étaient exprimés lors des discussions générales avaient indiqué, pour l'essentiel, qu'ils souhaitaient voter ce texte. Mais évidemment, ils souhaitaient que ce texte soit voté avec des améliorations, ce que nous avons fait au cours de nos débats qui ont été riches, qui ont été nourris. Je voudrais bien sûr remercier mon homologue, Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, de son écoute, puisque nous travaillons dans des conditions difficiles, vous imaginez les échanges, pour arriver à un texte commun. Alors je voudrais ici très simplement citer en quelques instants les quelques apports du Sénat qui sont, outre des améliorations techniques, outre des sécurisations juridiques, des apports qui sont nombreux et qui ont été, à l'issue de cette commission mixte paritaire, conservés. Et ils avaient été adoptés parfois par de larges majorités, ou ils sont parfois issus du texte de compromis que nous avons souhaité ensemble, députés et sénateurs, adopter. Ils relèvent de plusieurs ordres. Le premier ordre, ça vise à lutter contre l'épidémie, contre la pandémie, et nous souhaitons l'accompagner par des mesures notamment budgétaires ou même fiscales. Et c'est le cas de l'amendement qui a été très largement soutenu, qui vise à baisser le taux de TVA à 5,5% sur les moyens de protection, les tenues de protection, c'est-à-dire les gants, les charlottes, les surblouses, tous ces moyens qui sont évidemment indispensables dans la lutte contre la pandémie, qui bénéficiaient ou qui étaient plutôt frappés d'un taux de TVA de 20%. Vous savez que l'Assemblée nationale avait souhaité un taux réduit de TVA sur les masques et sur d'autres moyens de protection. Nous avons souhaité notamment les gels hydroalcooliques, nous avons étendu à d'autres types de gels et nous avons également étendu ce taux de TVA réduit aux moyens, aux tenues de protection, gants, surblouses, charlottes. Ce sont des moyens qui sont indispensables dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD notamment. Et je pense que cet amendement a été très largement partagé, je pense qu'il a été voté à la quasi-unanimité du Sénat. Nous avons également, et c'est un signe important, rehaussé à 1 000 € le plafond de déduction de l'impôt sur le revenu pour les dons qui sont effectués aux associations d'aide aux plus démunis. Vous savez que ces associations, on les connaît, elles vont depuis Emmaüs, le Secours catholique, le Secours populaire, la Banque alimentaire et bien d'autres. Ces associations remplissent en ce moment un rôle considérable et notamment il faut les soutenir dans ce qu'elles apportent de plus essentiel, en particulier l'aide alimentaire. Et nous souhaitons par ce dispositif de rehaussement du plafond à 100 000 € avec un taux de déduction de 75%, les encourager et notamment leur permettre d'assurer les missions les plus essentielles. Nous avons également adapté la règle dite du service fait. Cette règle permet aux collectivités territoriales, normalement, la règle du service fait imposerait plutôt aux collectivités territoriales de ne pas payer lorsqu'un événement, je pense à un festival par exemple, a été annulé. Et grâce à l'amendement que nous avons adopté, la règle du service fait, il pourrait y être dérogé
pour tenir compte des circonstances particulières. C'est un exemple très particulier. Un festival est annulé, l'organisateur évidemment a une perte sèche et il est important que la collectivité puisse lui verser éventuellement une subvention et donc la règle du service fait l'interdirait. Et c'est l'objet de l'amendement qui déroge à cette règle pendant la période de l'épidémie. Nous souhaitons également soutenir les salariés, c'est le deuxième objectif des amendements que nous avons adoptés, grâce notamment à l'augmentation du plafond à 7 500 € des exonérations d'impôt sur le revenu applicables aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires. Pendant cette crise, personne n'en disconviendra, de nombreux salariés sont certes au chômage partiel, mais de nombreux salariés sont également sur le front. Ils peuvent être dans les hôpitaux, ils peuvent être dans les EHPAD, ils peuvent être tout simplement dans les commerces, ils peuvent être dans la livraison, et ils assurent dans l'agroalimentaire, etc. Et ils assurent aujourd'hui, malgré l'épidémie, les services essentiels à la nation. Eh bien, il est important que s'ils soient soutenus, parce qu'ils peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, à travailler au-delà des 35 heures, du fait notamment des salariés absents ou du fait d'un surcroît d'activité. Et il est important, nous avons parlé, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, il est important qu'il y ait un encouragement à ce travail supplémentaire et c'est la raison de cet amendement qui rehausse le plafond, le forfait en dessous duquel les heures supplémentaires ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Et donc ce plafond est augmenté de moitié pour être porté à 7 500 €. Nous avons également un certain nombre d'amendements qui renforcent le plan de soutien aux entreprises. Le ministre pourrait nous dire que c'était peut-être même le cœur du texte, puisqu'il s'agit d'un plan, non pas de relance, mais bien d'un plan de sauvetage. J'avais employé, en ouvrant les débats, l'image de la bouée de sauvetage qu'il fallait apporter à nos entreprises, à nos entrepreneurs. Et pour renforcer le plan de soutien aux entreprises, nous avons introduit notamment pour les petites et très petites entreprises qui n'ont pas accès ou qui se voient refuser la garantie des prêts par l'État, un mécanisme de prêt participatif adossé au FDES, Fonds de développement économique et social, et c'est un dispositif que le gouvernement nous a proposé d'abonder à hauteur de 1 milliard d'euros supplémentaires. Enfin, nous avons amélioré le suivi, et je pense que nous sommes tous très attachés, le président du Sénat en particulier, qui nous écoute, qui nous préside ce soir, nous avons souhaité améliorer le suivi, le contrôle des mesures prises en application des lois de finances rectificatives. Nous avons souhaité en quelque sorte renforcer l'information du Parlement pour d'une part étendre les missions du comité de suivi. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier de nous avoir nommé le président de la Commission des finances et moi-même à ce comité de suivi qui va se réunir dès la fin de la semaine prochaine plutôt. Et ce comité de suivi verra au terme de ce PLFR ses missions étendues. Il pourra mieux contrôler finalement le décaissement, l'exécution des mesures que nous avons votées. Et nous avons souhaité également garantir l'information préalable, j'emploie bien le mot préalable, des présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances lorsque l'État envisage, au-delà d'un montant significatif, de venir au capital d'entreprise. Vous savez qu'il y a des moyens qui sont dédiés à cela, 20 milliards d'euros qui ont été votés dans ce PLFR pour entrer au capital ou du moins ou rentrer ou augmenter la participation de l'État pour sauver des entreprises. Des exemples ont été cités par le ministre de l'économie tel Air France. Et si l'État a besoin de monter au capital ou d'entrer au capital de telle ou telle entreprise pour les sauver, eh bien, il est important qu'il y ait un contrôle du Parlement et c'est le dispositif du Sénat qui a été retenu à travers une information préalable des présidents et rapporteurs généraux de la Commission des finances. Voilà les principaux apports. Je voudrais m'en féliciter puisque ce sont des apports qui ne sont pas négligeables. Parfois dans les commissions mixtes paritaires, on peut avoir la satisfaction d'une réussite et finalement avoir un texte qui reflète plus ou moins le travail de telle ou telle assemblée. Ce n'est pas le cas. Je pense que le travail de chacune des assemblées, et en particulier du Sénat, a été très largement intégré dans le texte qui vous est soumis à l'approbation ce soir. Et je voudrais revenir tout simplement dans la minute 20 qui me reste sur 3 sujets que nous avons examinés, sur lesquels vous vous êtes exprimés les uns et les autres au titre de ce PLFR d'urgence, même si, à l'issue de la CMP, ils n'ont pas été retenus. Le premier concerne la mobilisation des assureurs. Je crois que nous avons été nombreux à souligner la situation un peu particulière de l'assurance, qui en cette période
peut éventuellement avoir des mauvais résultats sur tel ou tel type d'assurance, mais dans une situation un peu particulière. On pensait en particulier à l'automobile qui a été évoqué, qui concrètement engrange un résultat un peu particulier. L'assurance est normalement la garantie d'un aléa, et l'aléa disparaît si on ne peut plus circuler. Donc nous y reviendrons. Nous avons en quelque sorte décidé de faire confiance aux négociations qui s'engagent entre le gouvernement et les assureurs. Si chacun ne prend pas ses responsabilités, je vais être très clair, nous aurons l'occasion, à l'occasion du prochain PLFR, d'y revenir et de voter des dispositifs un peu plus contraignants. Deuxième sujet, l'annulation des charges pour les entreprises les plus touchées par la crise. Et elles sont nombreuses, je pense en particulier notamment aux restaurateurs ou à d'autres entreprises qui resteraient fermées. Je termine, Monsieur le Président, parce que je regarde le compteur. Ces entreprises, il est important qu'on n'ait pas simplement un report, mais bien une annulation des charges fiscales. Et ben, merci pour les 20%. Je ne sais pas si c'est à 5,5 ou à 20. En tous les cas, ça me permettra de terminer. Et enfin, troisième sujet, la mise à niveau du fonds de solidarité. Il est important que ce fonds ne s'arrête pas, Monsieur le Ministre, le jour du déconfinement, le 11 mai. On sait que ce déconfinement sera progressif et parfois même un peu plus tardif pour un certain nombre d'entreprises. Je pense à certains secteurs de la restauration, du tourisme, et c'est la raison pour laquelle nous avions souhaité l'amender. Sur ces derniers points, le Sénat restera vigilant. Sur les fonds de soutien à tel ou tel secteur, ils ont été nombreux. Il y avait 99 amendements que nous avons examinés cette nuit. Et là aussi, c'est pas du tout, si nous avons finalement pas adopté, c'est pas par désintérêt, je le dis vers mes collègues de ce côté notamment, c'est simplement parce que nous considérons que c'est un sujet qui relève parfois de la relance ou qui nécessite des expertises budgétaires supplémentaires. Et nous y reviendrons, puisque, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je peux d'ores et déjà vous annoncer, je le fais à la place du gouvernement, que nous serons amenés à nous revoir, sans doute au cours du mois de mai, en tous les cas très prochainement, pour un PLFR numéro 3. J'espère qu'il sera consacré à la relance post-déconfinement, mais nous serons sans doute amenés, malheureusement, à devoir réviser un certain nombre de chiffres. Je pense en particulier aux chiffres du chômage partiel qui rencontre, c'est vrai, un grand succès, mais également qui se traduit par une traduction budgétaire qui va bien au-delà des quelques 24-26 milliards d'euros annoncés avec plus de 10 200 000 salariés aujourd'hui. Voilà, je voudrais conclure en vous remerciant les uns et les autres à la fois de votre participation dans des conditions difficiles, remercier nos administrateurs qui ont été à nos côtés dans des conditions là aussi de travail un peu particulières, et vous prier de m'excuser de la rapidité d'un débat parfois sur tel sujet. Ce n'est pas un manque d'intérêt, mais ce n'est malheureusement qu'un rendez-vous vigilant que vous donne à nouveau le Sénat et la Commission des Finances dans quelques semaines. Merci de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur de la commission mixte paritaire. Je voudrais aussi, moi, vous remercier le président de la commission et vous dire que nous vous avons confié cette mission de suivi et que vous serez, pardonnez-moi, je le dis clairement, cette assemblée les seuls dans cette mission de suivi, quelle que soit la dimension financière, y compris pour les collectivités territoriales. Je crois que à la fois la diversité des sensibilités et l'unicité de la mission nous amène à suivre cela avec beaucoup d'attention, et je voulais vous dire ma totale confiance au nom du Sénat. Je donne la parole à Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pour me féliciter à mon tour de l'accord intervenu en commission mixte paritaire sur ce projet de loi de finances rectificatif numéro 2. Accord intervenu après des débats qui, je crois, ont permis d'enrichir le texte à l'Assemblée nationale, puis au Sénat au cours des derniers jours. C'est un projet de loi de finances rectificatif qui est un plan d'urgence en réalité, que nous vous présentons à nouveau, pour compléter la première loi de finances rectificative, pour répondre surtout à l'ampleur de la crise des populations et des entreprises dans le cadre de l'épidémie que nous connaissons et pour affronter les conséquences économiques et sociales de celle-ci. Ce plan d'urgence prend en compte le confinement plus long, puisque celui-ci, le premier projet de loi de finances rectificative était appuyé sur un confinement d'un premier mois et celui-ci a été prolongé. Et cet allongement du confinement a donc modifié notre prévision de croissance, puisque le PLFR numéro 2 que vous vous apprêtez à adopter indique un taux de croissance prévisionnel à moins 8%, alors que dans le PLFR numéro 1, nous étions à moins 3,9%. De la même manière, la profondeur de la crise, le repli de l'activité économique implique une réponse à la hauteur des enjeux, et cette réponse a nécessairement des conséquences budgétaires,
puisque le déficit des administrations publiques pourrait s'élever à 9,1% en 2020, soit 2 points de plus de PIB par rapport à 2009, dernière année de référence en matière de crise systémique, et la dette publique pourrait atteindre 115% du PIB, soit 20 points de plus qu'à la fin de l'année 2019, puisque nous avions une estimation à 98%. La force du soutien de l'État se traduira aussi par un déficit budgétaire qui va doubler par rapport à la loi de finances initiale, en s'établissant à plus de 185 milliards d'euros contre 93 milliards d'euros, tel que nous l'avions adopté, tel que vous l'aviez adopté à la fin de l'année 2019. Ce sont des chiffres inhabituels, d'une certaine manière des chiffres vertigineux, mais qui traduisent une action massive face à une crise d'une ampleur exceptionnelle. Nous avons souhaité renforcer notre plan de lutte contre la crise en passant avec ce PLFR de 45 milliards d'euros à plus de 110 milliards d'euros de moyens consacrés à répondre à cette crise économique. Les dépenses mobilisées atteindront 44 milliards d'euros pour protéger les salariés, maintenir leurs compétences, accompagner les entreprises et préserver notre système de santé. Et permettez-moi, parmi ces dépenses, outre celles que nous allons inscrire dans le cadre de l'ONDAM à hauteur de plus 8 milliards d'euros, de souligner 2 dispositifs du plan de lutte contre l'épidémie. D'abord, le financement du chômage partiel, qui passe de 8 milliards d'euros à près de 27 milliards d'euros, financé aux 2 tiers par le budget de l'État et pour 1 tiers par l'UNEDIC, afin de préserver la situation des salariés. De fait, nous avons relevé le plafond d'emprunt de l'UNEDIC, garanti par l'État, qui passera donc de 7 à 10 milliards d'euros. Le deuxième dispositif est le fonds de solidarité, qui est rechargé à hauteur de 7 milliards d'euros, dont 6 milliards 250 financés sur le budget de l'État. Nous avons atteint, à date, plus de 1 150 000 entreprises qui ont sollicité le soutien de ce fonds, au moins pour le premier étage à 1 500 euros. Et ce sont presque 1 milliard d'euros qui ont été versés d'ores et déjà aux entreprises qui nous ont sollicité. Grâce aux dispositions de la loi de finances rectificative que vous vous apprêtez à voter, les petites entreprises les plus en difficulté pourront ainsi obtenir, au total, plus de 8 000 euros totalement exonérés lorsque l'on regarde l'ensemble des dispositifs auxquels elles peuvent être éligibles. J'ai entendu la remarque et l'attention du Sénat et de monsieur le rapporteur concernant la date du 11 mai. Bien évidemment, et comme j'ai eu l'occasion de le dire devant vous il y a quelques heures, le fonds ne s'arrêtera pas le 11 mai. Et si nous devions manquer de crédits pour financer les aides aux entreprises, nous disposons, entre autres, des crédits mis en réserve sans être affectés à hauteur d'1,7 milliard d'euros. Et par ailleurs, nous aurions l'occasion de revenir vers vous avec un troisième texte financier. Il y a 2 autres instruments que je veux souligner dans ce texte. Le premier est la provision de 20 milliards d'euros pour renforcer les participations financières de l'État dans certaines grandes entreprises en difficulté. Et monsieur le rapporteur l'a souligné, cela se fera avec une information préalable du Parlement au travers des présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons aussi abondé le Fonds de développement économique et social, qui ainsi rechargé pourra atteindre 1 milliard d'euros et être mobilisé pour accompagner les entreprises. Je rappelle qu'ensuite de ces différentes dépenses, nous maintenons évidemment le dispositif des prêts garantis par l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour soulager la trésorerie des entreprises, et les dispositions de ce PLFR permettront de faire en sorte que les entreprises placées en procédure de sauvegarde depuis le début de l'année soient éligibles à ce programme de prêts garantis par l'État. L'action du gouvernement passe aussi par des facilités de paiement pour les échéances fiscales et sociales. À ce jour, le montant des reports des échéances fiscales s'élève à plus de 4 milliards d'euros et il s'élève à plus de 12 milliards d'euros pour les échéances sociales. Ce sont donc 16 milliards d'euros qui permettent d'alléger la trésorerie des entreprises. Et il faut ajouter que nous remboursons aussi de manière accélérée les créances des entreprises restituables en 2020, les crédits d'impôt sur la TVA, le crédit d'impôt recherche, le CICE et tout autre crédit d'impôt restituable au cours de l'année. Enfin, pour en rester aux dispositions que le gouvernement vous avait proposées, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat des agents publics que nous avons portée avec Gérald Darmanin sera exonérée d'impôts et de cotisations sociales, tout comme les sommes versées aux entreprises éligibles au titre du Fonds de solidarité. Je disais dans mon propos liminaire, les discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat ont permis d'enrichir le texte. Parmi les différentes dispositions que le Parlement a apportées et a votées dans le cadre de ces débats, je retiens 6 mesures qui nous paraissent particulièrement importantes. D'abord, le fait que les foyers les moins favorisés puissent bénéficier d'une aide exceptionnelle pour un montant de 880 millions d'euros, conformément aux engagements du président de la République, et en fléchant les crédits nécessaires après l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du rapporteur général. Par ailleurs, les salariés auront une indemnisation sécurisée
avec un basculement des personnes actuellement en arrêt de travail pour cause de garde d'enfants ou parce qu'étant vulnérables au sens médical, dans le dispositif d'activité partielle à partir du 1er mai. Ce sont 1,8 milliard d'euros qui ont été inscrits à cette fin. Les salariés bénéficieront aussi, à l'initiative du Sénat, d'une exonération des rémunérations versées à raison d'heures supplémentaires ou complémentaires réalisées entre le 16 mars et la fin de l'état d'urgence sanitaire et dans un plafond de 7 500 €, comme l'a souligné le rapporteur général. Les secteurs fragiles seront accompagnés plus fortement. 19 millions d'euros seront accordés aux parcs zoologiques, aux refuges et aux cirques familiaux pour les soins prodigués aux animaux. Ce dispositif sera complété pour apporter également un soutien aux centres équestres accueillant du public. Les bailleurs, dont les locataires sont des professionnels et que nous avons invités à renoncer aux loyers qui leur reviennent, pourront aussi déduire de leurs revenus imposables les sommes auxquelles ils ont renoncé. C'est une initiative prise par l'Assemblée nationale que nous avons soutenue. Enfin, 2 mesures que je soulignais. Le fait que le dispositif de prêt garanti par l'État pourra aussi s'étendre aux entreprises intermédiaires en financement participatif, c'est un apport parlementaire utile. Et ajouter la production et l'acquisition des mesures de protection sanitaire qui ont été facilitées, à la fois par des mesures budgétaires qui ont été prises pour soutenir l'investissement dans les machines qui permettent la production de matériaux utilisés pour la confection des masques et d'autres équipements, ou encore par des mesures fiscales de baisse de la TVA sur les masques de protection, les gels hydroalcooliques et les autres équipements de protection. Enfin, la commission mixte paritaire a retenu 3 mesures que je souhaite citer devant vous pour les rappeler. D'abord, une mesure de soutien aux territoires ruraux avec la dotation particulière élue locale qui sera majorée de 8 millions d'euros afin d'élargir le nombre de communes éligibles. Par ailleurs, vous avez souhaité soutenir le monde associatif et les collectivités pourront donc décider de maintenir une partie de leurs subventions. Et enfin, pour soutenir la solidarité, le plafond de dons alimentaires et de première nécessité qui donne droit à un avantage fiscal passera d'un peu plus de 500 € à 1 000 €. Je tiens à remercier l'ensemble des parlementaires, ici les sénateurs, comme je l'ai fait il y a un instant à l'Assemblée, pour leur contribution et leur apport à ce fonds, et terminer par 2 points. Un premier pour vous dire qu'évidemment, le travail continue. Il continue pour la définition de plans de soutien sectoriels sur les secteurs les plus exposés. Nous avons cité l'hôtellerie, la restauration. Je sais l'attachement particulier de votre Assemblée à la question des annulations de charges. Dans le cadre de ces plans sectoriels, nous aurons à y revenir et nous aurons aussi très certainement à vous soumettre des dispositions législatives pour donner un fondement juridique établi à ces annulations de charges en cours d'examen et d'instruction. Un deuxième point pour rassurer les auteurs d'amendements portant crédit budgétaire. Je partage le sentiment du rapporteur lorsqu'il dit qu'il y a parfois un côté frustrant à aller vite sur les amendements d'ouverture de crédit budgétaire à l'occasion d'une LFR, et beaucoup d'entre vous ont mis à profit ces amendements budgétaires pour appeler l'attention du gouvernement et du Parlement sur des secteurs qui peuvent rencontrer des difficultés particulières. Je veux rassurer les auteurs, toutes les annonces, tous les engagements pris par le gouvernement qui ne font pas l'objet d'inscription de crédit dans ce PLFR seront financés. Ils seront financés puisque nous disposons, je l'ai dit, d'un peu plus d'1,7 milliard de crédits non affectés. Ils seront financés puisque les moyens de l'État ne s'arrêtent pas aux crédits votés dans le PLFR. La loi de finances initiale a prévu un certain nombre de crédits avec une réserve de précaution. La réserve de précaution et les crédits dont nous disposons au titre de ce que j'appellerais le droit commun nous permettent de faire face à l'ensemble des annonces. Je pense par exemple aux annonces de ma collègue Christelle Dubos ce matin en matière de lutte contre la précarité, ou encore de ma collègue secrétaire d'État à l'égalité professionnelle sur les questions de soutien aux femmes ou aux protections les plus fragiles. Je termine définitivement, Monsieur le Président, en remerciant à nouveau l'ensemble des sénateurs pour leur participation à ces débats et en me félicitant que nous ayons pu aboutir à un texte de compromis. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donner maintenant la parole au président Jean-Marc Gabouty. Il a 6 minutes, Monsieur le Président. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Je ne prendrai peut-être pas les 6 minutes, simplement pour vous dire que cette CMP conclusive m'inspire un sentiment de satisfaction. Alors, sentiment de satisfaction du devoir accompli devant l'attente de nos concitoyens. Lorsqu'on parle du budget voté au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on n'intéresse pas nos concitoyens dans le PLF habituel que nous avons chaque année en disant c'est une affaire de spécialistes, on n'y comprend rien, c'est trop compliqué. Là, on parle de sujets, disons, qu'ils perçoivent de manière totalement concrète parce qu'on leur parle de chômage partiel, on leur parle de primes qui vient en récompense d'un effort
exceptionnel pour ceux qui ont été exposés en première et en deuxième ligne. On leur parle de sauvetage d'entreprise. Voilà, je crois que pour une fois, on réconcilie une partie du débat budgétaire que nous avons au niveau national entre les parlementaires et le gouvernement avec ce que peuvent en percevoir nos concitoyens pour qui habituellement c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui les intéresse moyennement. Là je crois qu'il y a vraiment je dirais un lien direct qui s'établit parce que on peut tout de suite traduire je dirais en mesures concrètes au mois le mois. Ce qu'on vote, ça s'applique fin avril, ça s'applique début mai, alors qu'habituellement on ne sait pas toujours comment cheminent tous les crédits que nous pouvons voter ou éventuellement modifier. Et puis il faut leur rendre cet hommage aussi, ce qui a été fait par les deux assemblées en termes de prise en charge et par le gouvernement sur les primes, les défiscalisations, sur le chômage partiel, est aussi une approche de solidarité à l'égard de tous et non pas uniquement un programme de sauvetage de notre économie, même si c'est quelque chose d'important. Me féliciter aussi des apports du Sénat qui sont significatifs et à cet égard, étant le premier orateur, me permettre de remercier notre rapporteur général Albéric de Montgolfier, du président et des services de la Commission des finances qui sont restés mobilisés, je dirais, jour et nuit pour arriver à suivre ces travaux et arriver à cette conclusion. Alors je ne reprendrai pas les apports du Sénat qu'a détaillé notre rapporteur général, mais je voudrais dire aussi qu'on peut peut-être dire qu'il a eu un interlocuteur compréhensif à l'Assemblée nationale parce que pour arriver à un accord constructif, il faut qu'il y ait une volonté partagée et j'espère que c'est de bon augure pour des textes futurs en matière budgétaire. Satisfaction aussi sur l'ensemble du dispositif concernant l'économie et les entreprises. Il y avait eu un premier jet, si j'ose m'exprimer ainsi, début mars, très rapidement, et on avait tous convenu, gouvernement et parlementaires, que c'était un premier dispositif qui avait vraiment un caractère provisoire, qui lançait les bases et qui mettait en place un certain nombre d'outils, mais qui n'était pas nécessairement calibré à la hauteur des besoins qu'avaient nos entreprises pour pouvoir passer ce cap difficile. Alors moi, je constate que le gouvernement a parfaitement écouté les remontées du terrain venant à la fois des parlementaires, des organisations professionnelles, des entreprises pour vraiment compléter et amplifier ce dispositif en essayant vraiment de prendre en compte tout le monde. Alors c'est très difficile de prendre en compte tout le monde parce qu'il pour être exhaustif, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais ce qui a été fait, notamment en direction de certaines entreprises à des statuts particuliers, je pense aux SCI propriétaires ou même de particuliers propriétaires de monuments historiques. On rentre dans le détail, mais c'est pour montrer que c'est un travail qui a été approfondi et surtout prendre en compte dans la limite des règles européennes, en étant un petit peu borderline, si j'ose dire, ou en allant le plus loin possible, les entreprises en difficulté, c'est-à-dire celles qui pouvaient avoir des difficultés liées au coronavirus, mais aussi celles qui pouvaient être en état de fragilité avant cette période et que cette période rendrait éventuellement mortelle pour ce type d'entreprise ou d'activité. Donc ce qui a été fait au niveau du FDES, au niveau des avances remboursables, au niveau de l'introduction faite à l'initiative du Sénat avec l'accord du gouvernement de prêts participatifs, l'élargissement également en montant, mais également en périmètre de l'intervention du fonds de solidarité. Je crois que vraiment là on a essayé de faire le maximum. Il reste probablement encore une catégorie de très petites entreprises, je pense aux auto-entrepreneurs, à certains indépendants, artisans ou commerçants qui ne sont pas forcément bien structurés et qui peuvent, malgré les apports du Fonds de solidarité, avoir des difficultés récurrentes sur plusieurs mois. Et là, il y a peut-être encore des choses à améliorer pour la prochaine fois. Voilà, donc je crois que cet engagement au niveau entreprise devrait nous permettre, et puis on peut peut-être encore
l'améliorer. Donc c'est cette satisfaction qui, j'espère, sera perçue par nos concitoyens et se concrétisera effectivement sur le terrain. Dernier point, pour dire deux petits regrets. Celui concernant les assurances, mais Albéric de Montgolfier a expliqué. Voilà, le rendez-vous est reporté. Il faut pas, je crois qu'il faut avoir quelque chose de sérieux pour intervenir. On avait voté 2 amendements au Sénat avec une approbation relativement large sur différents bancs. Je pense qu'on y reviendra la prochaine fois, au cas où l'engagement du secteur de l'assurance ne serait pas suffisant ou serait en tout cas éventuellement biaisé. Un petit regret, j'en terminerai par là, malgré la dotation des élus locaux qui, je dirais, sera appréciée par l'ensemble des maires de petites communes et des maires ruraux, peut-être que les collectivités locales, qui sont aussi en première ligne dans toutes les aides de proximité, n'ont peut-être pas pu être intégrées jusqu'à présent suffisamment dans un dispositif d'aide aux plus petites structures de notre économie locale. Voilà, mais globalement une appréciation très positive sur le travail qui a été effectué, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, et donc la quasi-totalité de notre groupe approuvera ces conclusions de la CMP. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Julien Bargeton pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, face à la crise sanitaire qui a plongé le monde dans la récession, le gouvernement a adopté une stratégie claire qui repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le chômage partiel, plus de 10 millions de personnes, dont 2 millions au titre des gardes d'enfants. Un fonds de soutien qui est porté à 7 milliards d'euros, dont déjà 1 milliard consommé pour 1 million de demandes. Troisième pilier, des prêts garantis, 300 milliards, 40 milliards déjà octroyés, à peu près 750 000 demandes. Et quatrième pilier, les recapitalisations rendues nécessaires par des grandes difficultés de certaines entreprises. Nos débats n'ont pas bouleversé cette stratégie. Les amendements n'ont ni supprimé ni remplacé des mesures adoptées. Nos amendements les ont complétées, améliorées, renforcées. Et je crois que ça tient à un esprit de responsabilité, à une envie de travail collectif. Et en témoigne d'ailleurs le fait qu'il y a un accord entre les deux chambres. En témoigne aussi le fait que ce projet va être adopté par tous les groupes, à l'exception d'un. Et le Sénat a enrichi ce texte. Cela a été dit. Je tiens moi aussi à remercier le travail notamment du rapporteur général. Pas seulement, mais je tiens à le remercier. Il a apporté plusieurs modifications intéressantes. Il a notamment complété le dispositif voulu par l'Assemblée nationale sur une TVA réduite à 5,5 pour certains types de produits, en y ajoutant les équipements de protection sanitaire. Il a notamment élargi les missions du comité de suivi en y intégrant le fonds de soutien. Il a également renforcer l'information qui est due au Parlement. Donc il y a eu d'autres apports, notamment sur le plafond pour les associations caritatives qui sont intéressantes. Notre groupe y a contribué, notamment nous avons rajouté une partie des gels qui n'étaient pas prises en compte dans cette TVA à 5,5 et nous avons également contribué. Alors, après ce temps qui est l'urgence de la riposte, viendra, nous le savons, l'exigence de la relance. Parce qu'il faudra compléter un certain nombre de mesures et notamment devront être tirées les conséquences de cette crise pour les collectivités locales. Je pense aux collectivités d'outre-mer, pas seulement, mais en particulier aux collectivités d'outre-mer à cause de l'effondrement de l'octroi de mer. Je pense aussi aux communes avec la taxe de séjour ou aux départements avec les droits de mutation. Donc bien sûr, cela devra être pris en compte et je remercie Olivier Dussopt, le ministre, qui s'est d'ores et déjà engagé à la garantie de recettes pour les collectivités locales. Il l'a fait aussi bien en audition qu'en séance à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Nous devrons aussi penser cette relance avec un certain nombre de garanties. Cette relance, elle devra être nécessairement européenne.
parce que nous avons besoin de la solidarité européenne. Elle devra être écologique et à cet égard, moi je n'ai pas voté les amendements qui semblaient parfois remettre en cause cette exigence écologique. Et puis, elle devra être éthique. Et là aussi, l'engagement pris par Bruno Le Maire ce matin, notamment sur le comportement des entreprises et la prise en compte de ce comportement dans la forme de soutien qui peut être apportée, me paraît aller dans le bon sens. Alors, nous avons encore le temps pour le faire ensemble et j'espère que nous le ferons dans le même esprit. Comme le notait Paul Valéry dans ses cahiers, il faut juger à froid et agir à chaud. Là, nous sommes encore dans le temps de l'action à chaud et viendra très vite le jugement, la réflexion qui pourra permettre à chacun de contribuer et de densifier la relance à venir. Et donc, comme l'ordre de marche proposé par le gouvernement est respecté, comme nous sommes conscients des difficultés et des graves difficultés qui sont encore devant nous et à venir, eh bien, le groupe de La République En Marche votera ce projet de loi de finances rectificative et se réjouit qu'il soit voté par une large majorité de notre Assemblée. Merci beaucoup. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe CRCE. Il a 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général. La commission mixte et paritaire s'est accordée il y a quelques heures sur un projet de loi de finances rectificative que nous n'approuverons pas. Au cours des débats de ces derniers jours, nous avons pointé les manques criants de ce texte et fait de nombreuses propositions. À chacune d'entre elles, ou presque, le gouvernement et la Commission des Finances nous ont répondu « Ce texte est un texte d'urgence ». Nous renvoyons le débat de fond à plus tard. En quelque sorte, l'heure ne serait pas au débat politique, il est à l'action. Nous réfutons totalement ce point de vue. En agissant dans l'urgence, nous faisons, vous faites, de la politique. Les choix effectués aujourd'hui sont des choix qui engagent l'après. Et l'après, ça se pense, ça se débat, ça se prépare, ça s'organise pendant. Pourquoi vouloir mettre le couvercle sur le débat contradictoire au nom de l'urgence? Pas question de contester les options profondément libérales que vous maintenez au nom de cette urgence? Autre argument pour voter ce texte, celui de la responsabilité. C'est un argument pour nous totalement irrecevable. Ainsi, même en doutant de la démarche gouvernementale, face au rejet de l'essentiel de ces propositions, il faudrait voter pour, en responsabilité. Eh bien, nous estimons que le choix, il existe, y compris dans cette période, et j'irais dire surtout dans cette période, lorsque les priorités sont données. Et comment ne pas voir que la priorité, j'appellerais ça une hiérarchie, est donnée à la reprise d'une certaine conception de l'économie sur la sécurité sanitaire de tous. Eh bien, on peut les contester et en proposer d'autres. C'est le principe même de la démocratie, qui ne peut être remis en cause par cette mise au pas au nom de la responsabilité. Nous avons un avis différent, nous l'assumons ici, mais aussi devant le peuple. J'insiste sur ce dernier point, nous ne sommes pas dans une bulle. Les citoyens écoutent ce qui est dit, ils réfléchissent, ils expriment, même confinés, des opinions. Un sondage de mardi dernier était d'ailleurs édifiant quant à la défiance à l'égard de l'action gouvernementale. L'Assemblée nationale et le Sénat débattent, et c'est une bonne chose. Il faut avoir le courage de s'opposer lorsqu'on estime que les valeurs que l'on défend sont remises en cause. L'opinion évolue, est attentive, la situation évolue aussi. Vous avez les uns et les autres, et notamment Monsieur le ministre, dit ça va, il y a eu beaucoup de choses d'avancées, etc. Écoutez, alors là j'ai vu la dernière scoop qu'on a eu, c'est quand même sur la question des paradis fiscaux. On le vote ici, on nous l'annonce par Monsieur Le Maire ce matin, et on a un texte qu'on vient d'avoir il y a moins d'une demi-heure, allez hop, ça y est plus. Vous voyez, il y a un diable quand même, il y a un diable, excusez-moi, libéral. Vous avez rejeté, comme au plus beau jour de la présidence des riches, toutes nos propositions d'une participation accrue des plus fortunés de la solidarité nationale. Rétablir l'ISF, c'est toujours non. Supprimer les prélèvements forfaitaires uniques, non. Augmenter la contribution des plus hauts revenus, c'est encore non.
Accroître les taxes sur les dividendes et les transactions financières, c'est aussi non. Une dotation exceptionnelle pour les collectivités territoriales, c'est finalement non. Et alors sur l'argent roi, tiens, une petite information. Savez-vous, Monsieur le Ministre, que Disney, mais vous le savez, vient de confirmer le versement de 1,5 milliard de dividendes, alors que ces 15 000 de ses salariés sont au chômage partiel en France. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, si l'État prend en charge ce chômage partiel? Être responsable, c'est déterminer qui va payer la dette, ce qu'elle va devenir. Continuer à casser le service public pour le faire, à contraindre les plus défavorisés? Votre rejet de nos propositions de justice fiscale le laisse craindre. Le débat parlementaire est incomplet. Vous annoncez 20 milliards de participation financière de l'État pour aider les entreprises stratégiques en difficulté. Nous n'avons pas obtenu la liste. Nous n'avons pas réellement débattu de la stratégie industrielle que signifie cet investissement considérable. Et vous avez balayé les critères environnementaux, aussi bien que les critères sociaux, que nous portions, et d'ailleurs avec d'autres. Donc pas question pour nous de valider ainsi une opération de secours aux actionnaires défaillants pour leur rendre la maison assainie dès la crise passée. Nos amendements visant à améliorer le sort des plus démunis, les mal logés des étudiants, visant à améliorer le service de santé des armées, amendements d'urgence s'il en faut, ont été balayés comme bien d'autres. Emmanuel Macron, le 15 mars, avait évoqué des décisions de rupture. Mais où sont-elles, mes chers collègues? Où sont les décisions de rupture? Ce projet est un projet recroquevillé sur une pensée qui nous a amenés à la désastreuse situation d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous rejetons en toute responsabilité ce projet de loi. Merci. La parole est à notre collègue Franck Menonville pour le groupe Les Indépendants. Il a 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il nous revient aujourd'hui de consolider l'effort de la nation pour sauver notre économie. Un mois après la première loi de finances rectificative, le Parlement autorise à nouveau le gouvernement à déployer des moyens massifs et sans précédent pour venir en aide à toutes les entreprises et secteurs en difficulté. Nous partageons pleinement la logique de ce deuxième volet de plan d'urgence pour soutenir et rendre possible la reprise de notre économie. Je me réjouis que nous ayons pu trouver donc un terrain d'entente avec nos collègues députés. Cela permettra une mise en œuvre et une mise en application rapide de ces nouveaux dispositifs. L'investissement collectif est massif et même sans précédent, mais la dépense publique atteint de nouveaux records, tant en valeur absolue qu'en proportion de la richesse nationale, alors que dans le même temps, la recette publique chute brutalement, le déficit se creuse et la dette explose. Aussi, je tiens à rappeler à cet instant que nous finançons aujourd'hui un plan de sauvegarde nécessaire de notre économie, mais avec de l'argent que nous n'avons pas. Cet effort reposera sur les générations futures. Mais pour rétablir nos finances publiques, nous aurons besoin de toutes les entreprises, de toutes nos entreprises et d'une France mobilisée et rassemblée. Nous aurons besoin de nos grands groupes, dont certains seront recapitalisés par l'État si c'est nécessaire et qui devront se transformer. De nos ETI qui recourent largement au chômage partiel, de nos PME qui ont pu bénéficier de prêts garantis par l'État, de nos artisans et indépendants qui seront soutenus par le Fonds de solidarité, de nos agriculteurs confrontés à la crise, même si des filières aujourd'hui comme les biocarburants, l'horticulture notamment, nécessiteront des mesures supplémentaires. Je salue également l'activation hier par la Commission européenne des mécanismes de crise tels que la gestion des stocks privés et la flexibilité financière. Les mesures votées il y a un mois ont commencé à faire leurs preuves. Aujourd'hui, nous les améliorons et les renforçons. Notre priorité doit rester la santé des Français et la préservation du tissu économique et social. Mais notre modèle social est mis à rude épreuve par cette crise. C'est pourquoi nous devons, dès maintenant, nous focaliser sur la reprise économique et trouver les moyens de la financer à long terme en se mobilisant de toutes nos forces.
Je retiens des points de satisfaction importants adoptés sur proposition du Sénat. Je pense notamment à l'augmentation de la défiscalisation des heures supplémentaires, le renforcement des dispositions dites loi Coluche pour soutenir la générosité des Français, mais également aux 8 millions d'euros supplémentaires en direction des 3 400 communes de moins de 500 habitants qui sont particulièrement engagées dans cette crise. Par contre, l'annulation des charges et cotisations sociales pour les entreprises les plus en difficulté reste en suspens et devra faire l'objet de discussions à venir. Il en va de même de la contribution des assureurs et de la non-éligibilité au dispositif de solidarité nationale des entreprises liées à des paradis fiscaux comme nous l'avions proposé. Le déconfinement apparaît aujourd'hui comme un enjeu essentiel. Il faudra faire preuve de méthode et aussi s'appuyer sur les élus locaux. En conclusion, nous nous mobilisons désormais au Sénat pour être au rendez-vous de ce plan de relance. Ce plan devra s'appuyer là aussi sur les collectivités territoriales qui font preuve d'une mobilisation et d'une efficacité exceptionnelle du fait de leur proximité territoriale. Nous retiendrons, entre autres, de cette crise que la France a besoin d'un État plus décentralisé qui puisse agir au plus près des territoires, bref, d'une vision renouvelée des libertés locales et de la décentralisation. Nous voterons bien évidemment les conclusions de CMP. Merci, monsieur. Merci, mon cher collègue. Je vais donner la parole au questeur Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, monsieur le questeur. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La commission mixte paritaire qui s'est tenue à midi sur ce second projet de loi de finances rectificative a abouti à un accord. La chose est suffisamment rare en matière de loi de finances pour que nous nous en réjouissions. Cet accord est une bonne nouvelle pour le pays. Après débat, avec des nuances bien sûr, la représentation nationale sait nouer les compromis nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire et économique, et de premières dispositions sociales sont prises. Ce contexte est exceptionnel, les inconnues sont nombreuses et les données économiques chaque jour fluctuantes. Nous savons ce texte attendu par tous ceux que la pandémie de Covid-19 expose aux pires difficultés. Dans un esprit de responsabilité, députés et sénateurs ont su travailler en bonne intelligence avec pour seul souci la préservation du tissu productif français et la reconnaissance de ceux qui, parfois au péril de leur vie, affrontent avec courage le danger du coronavirus. Il fallait faire la part entre l'urgence, le soutien aux soignants, à l'emploi et au tissu économique, mais aussi la nécessaire attention à des secteurs d'activité dont la situation nous semblait insuffisamment prise en compte. Enfin, la conscience que tout ceci doit se phaser dans le temps et qu'il y aura bien sûr un PLFR 3, affinant encore les points difficiles à arbitrer aujourd'hui. Et nous gardons présent à l'esprit, bien sûr, comment les oublier, les 8% de recul du PIB, le déficit public estimé aujourd'hui à 9,1% et enfin la dette à 115% du PIB, pardonnez du peu. Encore ces chiffres restent-ils suspendus à une aggravation que d'aucuns nous prédisent. Il y aura bien sûr un débat demain sur la façon de rembourser cette dette qui se creuse dans des proportions abyssales et de réduire l'impact du choc sur nos comptes publics. Les motifs de satisfaction du groupe Union centriste sont nombreux. Pour nous, la CMP avait commencé ce matin sous les meilleurs auspices, après que Bruno Le Maire a annoncé l'exclusion des aides publiques pour les entreprises ayant leur siège dans un paradis fiscal. Cette annonce fait suite à l'adoption par la Haute Assemblée de notre amendement déposé à l'initiative de notre collègue Nathalie Goulet. C'est là une clarification bienvenue. Aucune entreprise violant le pacte social ne doit profiter de la solidarité nationale. Dommage que ça ne figure pas dans la loi telle qu'elle nous est proposée pour validation, mais on pourra peut-être y revenir. Autre motif de satisfaction, l'augmentation de 8 millions d'euros des crédits de la dotation particulière élue locale. Cette revalorisation permettra ainsi au gouvernement de respecter l'engagement qu'il avait pris en novembre dernier devant les maires des petites communes qui font aujourd'hui preuve d'un engagement et d'une détermination sans faille. Cette avancée a pu être obtenue grâce au travail de notre collègue Sylvie Vermeillet, que je tiens à féliciter au nom de l'ensemble de mes collègues centristes. Je m'associe à elle pour saluer l'écoute et le travail fructueux des deux rapporteurs généraux, Albéric de Montgolfier et Laurent Saint-Martin. De la même façon,
Nous nous félicitons de l'élargissement du taux réduit de TVA à l'ensemble des équipements de protection. Nous espérons, avec notre président Hervé Marseille, que cette baisse de fiscalité sera répercutée dans les prix de ces produits devenus en quelques semaines de toute première nécessité. Parmi les apports significatifs du Sénat et de sa commission des finances figure l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires. Beaucoup de nos compatriotes travaillent durement et plus durement encore durant la crise sanitaire, dans des conditions extrêmement difficiles le plus souvent. Ce surcroît d'efforts devait être récompensé, il le sera grâce à l'accord obtenu en CMP. Nous avons par ailleurs entendu l'explication du gouvernement concernant la contribution des assurances à l'effort de redressement. Nous espérons que les discussions en cours aboutiront à une solution. Bien sûr, des motifs de regret demeurent et la perspective déjà proche d'un troisième PLFR sera peut-être pour nous l'occasion de remettre l'ouvrage sur le métier. Je songe ici aux amendements de notre collègue Annick Billon concernant la création d'un fonds d'urgence de lutte contre les violences intrafamiliales et d'aide à la parentalité. L'urgence de la crise économique ne doit pas nous faire perdre de vue les urgences non moins imminentes sur le front social. D'autres propositions portées par nos collègues continueront de retenir, à n'en pas douter, notre attention dans les semaines qui viennent. C'est le cas notamment de la question du remboursement du FCTVA ou de celle des délais d'engagement et de clôture des opérations locales d'investissement posées par nos collègues Michel Canévet et Bernard Delcros. C'est le cas encore de l'imputation en section d'investissement des contributions de l'ensemble des collectivités au Fonds national de solidarité, souligné par Hervé Maurey. Gageons aussi que d'ici au prochain collectif budgétaire, la transformation du report des échéances sociales et fiscales en annulation pour les entreprises les plus affectées deviendra une réalité. Des négociations sont en cours et nous souhaitons que le gouvernement parvienne à soulager les entreprises gravement affectées par la crise. Plusieurs amendements venaient préfigurer un plan de relance d'urgence et ont été écartés à ce titre. Nous disons au gouvernement qu'il nous faudra construire collectivement ce plan de relance et d'investissement. Dans l'immédiat, nous saluons la diversité et la montée en puissance des dispositifs présentés voici un peu plus d'un mois par le gouvernement et nous adopterons à l'unanimité ce second budget rectificatif enrichi par le Parlement. Je vous remercie et je salue chacun de ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce PLFR, en particulier membres de la Commission des finances, mais aussi l'ensemble des services du Sénat qui y ont contribué dans ce contexte si particulier et dans le respect des règles sanitaires. Je vous remercie. Merci, monsieur le questeur. La parole est maintenant à notre collègue Thierry Carcenac pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. La commission mixte paritaire qui s'est réunie ce matin est conclusive. Je tiens à remercier tous les intervenants à ce débat, parfois long, pour certains ici ou là, mais néanmoins nécessaire compte tenu des circonstances. Merci au président de la commission et au rapporteur général, ainsi qu'au personnel du Sénat pour l'organisation, dans un temps contraint, de ce débat. S'exprimant sur le projet de loi de finances rectificative, lors de la discussion générale, Claude Raynal avait indiqué que les abondements de crédit correspondaient à notre appréciation des insuffisances constatées dès le précédent plan de finances rectificative. Pour nous, ce n'est donc qu'un plan de finances rectificative bis qui nous est présenté. La confiance ne se décrète pas. La peur n'est jamais bonne conseillère. Nos chercheurs, nos personnels de santé, nos industriels, nos salariés du front, à qui tous les soirs nos concitoyens disent merci, donnent de l'espoir. Nous ne devons pas les décevoir. Les amendements défendus par notre groupe avaient pour seul objet, d'une part, d'ouvrir des débats sur les nécessaires mesures de solidarité à adopter tout en ne reposant pas leur financement sur la seule dette. Certains de nos concitoyens aux capacités contributives importantes ont bénéficié d'avantages fiscaux importants. Nous considérons qu'ils peuvent participer à l'effort national. Ce fut le sens des propositions concernant l'ISF 2.0, cher à notre président de notre commission, mais également sur le retour à une taxation du capital. Toutes les entreprises, en effet, ne sont pas logées à la même enseigne et il en va ainsi de notre approche sur le secteur des assurances. Les amendements défendus ont, et d'autre part, permis d'ouvrir soit des débats en proposant des fonds de soutien
à des secteurs particulièrement affectés, tourisme, restauration, culture, événementiel, Français de l'étranger, soit de conforter les annonces de membres du gouvernement en créant des fonds d'urgence pour lutter contre les violences intrafamiliales et d'aide à la parentalité, ou pour une prime exceptionnelle pour les assistants familiaux de l'aide à l'enfance, et ensuite d'aborder l'outre-mer. Il faut saluer certaines avancées pour les collectivités territoriales qui doivent gérer le quotidien. La baisse du taux de TVA à 5,5, élargi à tous les produits de protection contre le Covid-19, est une bonne chose. Un sentiment d'insatisfaction pour l'abandon d'amendements que nous considérions comme un premier pas pour établir une certaine solidarité. Monsieur le rapporteur général, je vous ai entendu concernant votre vigilance sur le secteur des assurances. Notre groupe ne lâchera pas cet ADN qui nous anime de justice sociale et fiscale. Les prochains plans de sortie du confinement et de relance qui ne manqueront pas d'advenir, nous trouverons vigilants et combatifs sur ce point et sûrement moins conciliants. De même qu'en ce qui concerne les effets d'annonce de ministres non suivis d'effets ou d'amendements, notamment du rapporteur général, permettant d'abonder de 2 milliards le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire. J'ai entendu Monsieur le ministre nous expliquer que s'il y avait des besoins, ceux-ci pourraient être comblés. Néanmoins, je pense que c'était une bonne chose dès aujourd'hui de pouvoir améliorer ce fonds de solidarité. Notre position, en dépit de ces manques criants, fait que notre groupe majoritaire votera ce deuxième plan d'urgence afin de soutenir le chômage partiel qui touche plus de 10 millions de nos concitoyens et de soutien aux entreprises. Ne rajoutons pas à la crise sanitaire une crise économique que nous ne souhaitons pas la voir se transformer en crise sociale. Nos concitoyens les plus modestes étant déjà profondément affectés, ne serait-ce que pour se nourrir. Chaque jour qui passe conduit inexorablement au monde d'après. Et ce vote positif de responsabilité est aussi d'exigence. Il ne s'agit nullement d'un blanc-seing donné au gouvernement et à la majorité qui le soutient, ni à la majorité sénatoriale du Sénat, car nous l'avons constaté au cours des débats, des divergences salutaires en démocratie existent toujours. Il s'agit d'un plan d'urgence, il faut agir vite pour sauver les emplois et par là la vie de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Je vais inscrire mes propos au nom de notre groupe Les Républicains dans la tonalité générale des propos que nous avons entendus ce soir dans cet hémicycle. 3 jours d'intenses travaux dans une période, je veux le redire, d'une crise sanitaire inédite qui, par son ampleur, qui frappe aujourd'hui la moitié de la planète, est finalement un événement extraordinaire qui dépasse tout ce que l'imagination aurait pu penser avec cet ennemi invisible, à la force et à la puissance qu'aucun être humain n'aurait pu imaginer. Monsieur le ministre, je crois qu'il faut aussi entendre et considérer le Parlement, les 2 chambres, et ici vous êtes au Sénat, mais également l'ensemble des élus qui, à travers le pays, vivent au quotidien et en proximité les difficultés et les font remonter dans leurs assemblées pour que le gouvernement, qui ne les ignore pas, mais qui n'en prend pas toujours la pleine mesure, les appréhende mieux encore. Ici au Sénat, vous le savez, on a l'habitude de travailler à la fois dans la sérénité et dans une forme reconnue de travail approfondi et de sagesse. Il y a eu, il y a 30 jours, jour pour jour, l'acte 1 de la loi de finances rectificative. Nos voix s'étaient élevées sur des insuffisances que contenait ce projet. Finalement, un certain nombre des insuffisances ont été prises en compte et traitées dans cet acte 2. Je le dis avec un peu de solennité parce qu'on parle déjà d'un 3e acte et il faut faire attention de ne pas être comme à courir après une pelote de laine qui roulerait sans qu'on puisse jamais la rattraper. La responsabilité du gouvernement et de nos assemblées est aussi
d'essayer de mieux anticiper. Alors, Monsieur le Ministre, on ne peut effectivement que se réjouir d'avoir enfin une commission mixte paritaire dont on dit qu'elle est conclusive. Mais je pense que c'est aussi et certainement la gravité, la profondeur de la situation avec les différentes urgences sanitaires d'abord, et c'est encore cette urgence sanitaire que l'on combat aujourd'hui, et l'urgence économique qui commence à être prise en compte, mais c'est certainement ce qui a conduit à cet accord entre les deux chambres. Malheureusement, tout n'a pas été pris en charge ou pris en compte. Et je pense à cet instant, notamment, et ça touche le domaine économique, à ces secteurs, vous l'avez évoqué, mais vous le reportez encore, pour lesquels nous demandons l'annulation des charges sociales et fiscales, parce qu'elles resteront fermées au-delà du 11 mai ou parce qu'elles ont perdu du jour au lendemain, sans même qu'il y ait forcément de fermeture administrative, tout acte, je dirais, de bon fonctionnement. Et donc c'est zéro rentrée alors que les charges continuent de courir et qu'il faut non seulement comprendre, mais se mettre à la place de ces équipes, des collaborateurs, mais également des chefs d'entreprise qui sont mobilisés et qui retournent le problème dans tous les sens sans solution. Il faudra, et il faut dès aujourd'hui, donner suffisamment de signes pour leur donner confiance. Puisqu'on parle de confiance, et c'est en lien, ça a été évoqué par un certain nombre d'entre nous, s'est posé la question, et se pose avec, là aussi, solennité, la question de la place et du rôle des sociétés d'assurance, des compagnies d'assurance aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux temps. Il y a le temps de l'urgence et puis il y a le temps de la réponse de demain. Le temps de l'urgence, aujourd'hui, les sociétés d'assurance doivent entendre qu'elles ont une responsabilité morale à l'égard des entreprises qui sont dans la difficulté, au-delà même de l'aspect simplement juridique des couvertures ou de l'absence de couverture des risques. Elles ont fait un pas, mais le Sénat, par les amendements qu'il a votés ici, qui n'ont pas été repris en commission mixte paritaire, et Albéric de Montgolfier, notre rapporteur général, l'a bien expliqué, le Sénat a lancé le signal d'alarme à l'endroit des assureurs. Pour demain, ici au Sénat, avec Vincent Segouin et Catherine Dumas, je porte, soutenu par un grand nombre d'élus, une proposition de loi qui apportera, en tous les cas, qui portera le débat pour tenter d'apporter des solutions, parce que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas rester les bras ballants. Alors on regrette aussi, Monsieur le Ministre, que sur certaines mesures votées à l'unanimité dans cette Assemblée, il n'y ait pas eu de reprise par le gouvernement. Je veux évoquer par exemple le remboursement de la TVA payé par les collectivités locales sur les achats d'équipements de protection individuelle via le fonds de compensation de la TVA. Les collectivités locales ont simplement cherché à pallier les carences de l'État en matière d'importation de masques, l'État qui, lui, ne paye pas de TVA sur ses propres importations. Bien, écoutez, admettez, dès lors qu'une taxe au bénéfice de l'État s'applique aux collectivités sur ces achats, il y a quand même une véritable injustice à laisser perdurer la TVA pour les collectivités locales quand elles supplée, je dirais, les manques de l'État. Alors on a des motifs de satisfaction et c'est aussi la raison pour laquelle nous apportons notre soutien à l'adoption de cette loi de finances rectificative acte 2, c'est la hausse du plafond sur les heures supplémentaires pour les salariés et les fonctionnaires qui sont en première, deuxième et parfois troisième ligne sur le terrain. C'est aussi le prêt participatif adossé au FDES pour les très petites entreprises et les PME qui parfois se verront refuser par leur banque un prêt garanti par l'État. C'est, ça a été dit, l'encouragement fiscal aux dons vis-à-vis des personnes qui sont aujourd'hui dans le besoin. Et puis c'est aussi l'extension de la TVA à taux réduit pour l'achat des équipements de protection individuelle. Malgré ces avancées, et je vais terminer par là, il y a une deuxième urgence. Il va falloir traverser la tempête économique avec le moins de dégâts possible. Et surtout, Monsieur le Ministre,
à l'arrivée de l'acte 3 de la loi de finances rectificative, non seulement il faudra traverser avec le moins de dommages possible, mais il ne faudra pas se tromper dans les choix que nous allons devoir opérer à votre initiative, sous l'autorité du gouvernement, mais d'un gouvernement qui devra écouter les assemblées sur les besoins, les demandes, pour permettre à notre pays et à notre économie, non seulement de traverser, mais d'aider les Français et de les épargner dans leur emploi, parce que on sait que derrière des crises, il y a toujours des dégâts. Enfin, je voulais moi aussi me féliciter de l'excellent climat de travail, d'échange, de débat, parfois vifs, mais c'est bon dans une démocratie, qui se sont déroulés dans notre hémicycle, et remercier évidemment l'ensemble des personnels à tout niveau de responsabilité, et en décernant peut-être une mention particulière à notre rapporteur général, qui est soumis au feu des questions incessants. Parfois, effectivement, il répond pour certains brièvement, mais je sais qu'il le fait toujours avec sincérité et avec cœur. Donc, je crois que nous avons été au rendez-vous et nous voterons, je veux le redire ici, favorablement sur ce projet de loi. Merci. Merci, mon cher collègue. Notre discussion générale est donc close. En application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il va se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte. Conformément toujours à notre article 42, toujours dans son alinéa 12, je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. J'ai deux demandes d'explication de vote. Tout d'abord, Madame Rossignol, pour expliquer son vote, et Monsieur Joly. Merci, Monsieur le Président. Je voulais rappeler que hier, Monsieur le Président de la Commission des Finances, s'il vous plaît, hier, nous avons adopté deux amendements qui avaient été... Vous avez raison, monsieur le rapporteur, c'était dans la nuit dernière. Je recommence, nous avons adopté deux amendements qui étaient à l'initiative de sénatrices et de sénateurs de la délégation droits des femmes, repris par différents groupes et votés sur tous les bancs. L'un abondait un fonds pour les victimes de violences faites aux femmes et l'autre pour l'aide à la parentalité et les violences faites aux enfants. Ces deux amendements sont passés à la trappe en commission mixte paritaire et n'ont pas résisté aux assauts du gouvernement et de la majorité En Marche à l'Assemblée nationale. Et je regrette, monsieur le rapporteur, peut-être parce que leur montant n'était pas suffisamment important pour qu'on y attache tant d'intérêt. J'espère que c'est ça et que ce n'est pas le contenu ou le sens de ces amendements qui étaient en cause. Je regrette, monsieur le rapporteur, qu'il n'ait pas été davantage défendu par le Sénat et que même tout à l'heure, quand vous avez fait le rapport sur la commission mixte paritaire, vous ne les ayez pas évoqués dans les abandons et les renoncements de la commission mixte paritaire. Ces amendements avaient une pertinence, c'est qu'ils reprenaient des engagements faits par les deux ministres en charge de ces dossiers. Et il s'agissait donc de traduire dans le budget la parole des gouvernants. Et le refus qui nous est opposé aujourd'hui va au-delà du contenu des amendements. C'est une question de sincérité. Et croyez-moi, monsieur le ministre, pour réussir le déconfinement, vous aurez besoin de la confiance des Français. Et pour avoir la confiance des Français, il va falloir que vous soyez sincères. Enfin sincères, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire que les Français fassent le lien entre vos engagements et vos actes. Que les propos du gouvernement ne soient pas à géométrie variable, qu'on ne nous explique pas, comme pour les masques, les tests et tout ça, qu'un jour ça sert, le lendemain ça sert pas, puis en fin de compte c'est parce qu'on n'en a pas, ou qu'on va déconfiner le 11, mais pas tous, les volontaires, ou ceux qui veulent pas. Tout ça ne prépare pas bien le déconfinement. Et c'est pour ça que ces deux amendements sont emblématiques dans le traitement qu'ils ont subi d'une forme de gestion par la communication de la crise sanitaire et de ses conséquences. On communique sur des chiffres, mais on ne les inscrit pas au budget. En fait, c'est le fameux argent magique que vous avez dénoncé. C'est pour ces raisons, outre certaines autres qu'évoquera dans un instant mon collègue Patrice Joly, que j'ai décidé, alors que j'avais voté hier soir pour le texte, de m'abstenir aujourd'hui sur les conclusions de la commission mixte paritaire. Merci. Collègue Joly, vous avez la parole une fois que nous aurons procédé au geste.
Merci de nous protéger ainsi, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je m'étais déjà abstenu hier et le texte qui ressort de la commission mixte paritaire ne fait que conforter mon point de vue par rapport à ce texte qui nous a été présenté et qui sera soumis à notre vote dans quelques secondes. Abstenu hier et donc abstention aujourd'hui parce qu'il est difficile de voter contre pour les certain nombre d'avancées qu'ont rappelé Thierry Carcenac tout à l'heure et que certains d'autres ont relevé, mais difficile également de voter pour au regard de l'insuffisance que contient ce texte, à la fois au regard d'un certain nombre de catégories de Français qui ne sont pas pris en compte à la hauteur de ce qui serait nécessaire, mais également par rapport au fait qu'une occasion de retravailler, de commencer à retravailler sur le modèle économique de notre et social de notre société, cette opportunité n'a pas été saisie. Certes, ce PLFR contient un certain nombre de dispositions importantes qui améliorent le soutien aux entreprises, et c'est bien. Ce PLFR renforce également les moyens mis à disposition pour le chômage partiel, et c'est aussi bien. Et d'une certaine manière, c'est aussi indirectement un soutien aux entreprises qui est accordé à travers ce soutien. Le salariat, on le voit, a été d'une certaine manière protégé. Mais en revanche, en dehors du périmètre du salariat, nous avons de nombreux Français qui ne sont pas pris en compte. On pense en particulier aux auto-entrepreneurs. On pense aussi à ceux qui portent des start-up et les promoteurs à la fois de cette auto-entreprise et de cette économie des start-up aujourd'hui devraient se questionner plus qu'ils ne le font. La dimension économique est là, la dimension sociale est très largement insuffisante, même s'il y a un certain nombre de dispositions qui apportent des améliorations par rapport aux dispositifs initiaux. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en particulier, s'agissant des retraités, s'agissant des titulaires d'allocations de solidarité, s'agissant également des étudiants qu'un certains collègues ont évoqués, ces gens-là sont laissés à leur sort et en grande difficulté. Et on s'aperçoit que nous sommes aujourd'hui pas très loin, comme le disait un représentant de l'État il y a quelques heures en compte des émeutes de la faim. Nous en sommes là, mes chers collègues. La troisième dimension absente de ce PLFR, c'est la dimension écologique. Nous sommes, et nous étions il y a encore quelques mois, interrogés par ces questions environnementales. Ils sont devenus cruciales aujourd'hui. Nous avions une belle occasion, à travers les conditionnalités, l'éco-conditionnalité du soutien aux entreprises, d'essayer de commencer une nouvelle étape vers ce nouveau modèle de développement que nous devons engager au plus vite. Il est une question, là aussi, il y a un enjeu d'humanité. Et puis le dernier élément, si ce PLFR est un PLFR de dépenses qui se finance à travers le déficit, à travers la dette, rien sur la justice fiscale. Là aussi, c'est un enjeu de cohésion nationale que de faire en sorte que ceux qui ont des capacités contributives interviennent à hauteur de ces capacités, a fortiori dans une situation de crise qui nécessite des moyens à des hauteurs qui sont celles que l'on connaît les uns et les autres. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Pas d'autres demandes d'explication de vote. En application de l'article 59 du règlement, je rappelle que notre scrutin public est de droit. Nous allons procéder donc à ce scrutin. Vous vous rendez, voilà. Je vais ouvrir le scrutin. Le scrutin est ouvert. Si les deux secrétaires qui vont suivre Monsieur Meurant sont chargés de superviser les opérations. Les huissiers sont à votre disposition si vous aviez besoin. Monsieur l'huissier, si vous voulez vous rendre auprès du sénateur Menonville, en haut bâbord. Voilà. Non, ils n'y arrivent pas. S'il vous plaît. Non, non. Monsieur Menonville.
effet. Si vous voulez bien vérifier, auprès de Monsieur Menonville, on a un petit doute au central. Monsieur l'huissier, dès que vous avez terminé, allez voir Monsieur Menonville. Est-ce plus personne ne demande à voter? Encore une demande. Républicain. Plus personne ne demande à voter. Ah. Plus personne ne demande à voter. Les secrétaires l'ont constaté, le scrutin est clos. Résultat du scrutin qui porte le numéro 99. Sur l'ensemble du texte, nombre de votants 344, nous prenons en compte l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Le nombre de suffrages exprimés est de 332, pour l'adoption 317, contre 15. Le Sénat a adopté. Merci, Monsieur le Ministre, merci mes chers collègues, merci au Président de la Commission et au rapporteur général. Et donc, nous allons lever notre séance. La prochaine séance aura lieu mercredi 29 avril à 15 h pour les questions d'actualité au gouvernement. Et voilà, le Parlement a donc adopté définitivement ce plan d'urgence pour faire face à la crise du coronavirus. Un budget rectificatif qui débloque 110 milliards d'euros pour soutenir le système de santé et sauver les entreprises françaises. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous informer sur la crise sanitaire sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.